Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis ravi d'être avec vous ce matin pour cette journée qui a pour thème le Big Data. C'est un sujet, donc j'ai été présenté effectivement comme président de l'association Open Law, le droit ouvert. Je pense qu'on en reparlera dans la matinée. Qui a pour vocation à, alors non pas surfer sur la vague de l'open data ou du big data, qui sont des concepts effectivement très utilisés dans la communication, mais surtout concrètement de tirer profit du numérique pour l'exploitation des jeux de données, en l'occurrence des jeux de données juridiques. Donc c'est le big data, je dirais, au cœur de nos préoccupations, même si ce n'est pas nécessairement le terme qu'on met nous-mêmes dans le cadre de nos interventions ou même sur le site openlaw.fr, je fais un petit peu de promotion qui illustre notre projet. Donc le big data, qu'est-ce que c'est ? Première question, qu'est-ce que la data ? Quand on parle à des juristes, la plupart du temps, on s'aperçoit que dans le cursus, classique d'un juriste, on n'a jamais été amené à se poser la question de la data. Alors qu'est-ce qu'une data ? Une data, c'est le dénominateur commun le plus petit qu'on puisse avoir dans le domaine de la donnée, du numérique. La data, ça va être une suite de 0 et de 1. Alors, qu'est-ce que ça vous dit ? Ça vous dit pas grand-chose. La data, je prends un exemple tout concret. Si j'agite mon téléphone, j'ai un capteur qui va envoyer de la data à d'autres éléments de mon téléphone. Cette data, cette donnée, va être interprétée et au final, ça va m'afficher les informations, ça va activer le téléphone, ça va envoyer des informations peut-être à Google Fit qui pense que je suis en train de faire un jogging matinal, que sais-je. Mais la data, c'est ça. C'est des suites de 0 et de 1 qui, au fur et à mesure, sont interprétées et permettent, là on rentre dans le big data, d'en déduire un comportement. La plupart du temps, je donne quelques éléments de contexte et ensuite je donnerai la parole aux intervenants de la matinée. Donc je ne vais pas rentrer autant dans le sujet qu'eux-mêmes ne le feront. La plupart du temps, la data, elle est invisible pour l'utilisateur final. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, alors, nous juristes, y sommes peu sensibles, mais de manière générale, les gens qui utilisent Internet ou qui sont dans le numérique ne le voient pas. La data, quand vous affichez une page Internet, il y a plein de données que vous ne voyez pas, qui pourtant sont traitées. Ces données-là, ça va être vous qui les envoyez, vous allez dire quel est votre navigateur, vous allez dire de quel pays vous provenez, quelle est votre région, quelle est votre adresse IP, vous allez envoyer plein d'informations, vous ne le savez pas, mais on le fait pour vous, en tout cas votre navigateur le transmet au site, et à partir des informations que vous avez transmises, le site va s'afficher de manière différente, d'une part, donc vous allez communiquer avec le serveur, donc le serveur c'est l'infrastructure qui héberge, c'est le logiciel qui est derrière, qui permet au site d'afficher ces informations. Donc d'une part, vous communiquez avec un autre logiciel qui est hébergé, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, peu importe. Et d'autre part, il y a plein d'informations qui sont aussi captées à votre insu. Alors les informations, ça va être votre historique de navigation, ça va être c'est tout ce que les cookies, alors, je ne sais pas s'il y a un terme d'ailleurs français, correspondant. Bon, je pense que nos amis québécois ont certainement inventé un, ce n'était pas le cas, mais peu importe. Ces petits cookies, donc ces petits fichiers qui collectent nos informations, pareil, on ne les voit pas. On ne les voit pas, pour autant, ils stockent énormément de données qui sont transmises à ensuite des géants d'Internet, parce qu'il y a des gens qui stockent attentivement, qui portent la plus grande attention à toutes ces informations pour augmenter leur base de connaissances. Alors maintenant, justement, si j'arbore une casquette plus juridique, la data en tant que telle n'est pas protégée par un droit de propriété intellectuelle. Je vous ai dit tout à l'heure une suite de 0 et de 1. Une suite de 0 et de 1, il n'y a aucune raison de le protéger par un quelconque droit de propriété intellectuelle. Alors éventuellement, la data, dans certaines formes, qu'elle peut traduire une œuvre. Donc, éventuellement, une image, qui est une suite de 0 et de 1 aussi de manière numérique, pourrait très bien être protégée au titre de l'œuvre. Mais là, on est vraiment dans les exceptions. De manière générale, la data, ce ne sera que des informations, que des éléments. Des éléments qui ne sont pas susceptibles d'appropriation par un quelconque droit de propriété intellectuelle. On a en Europe un droit sui generis sur les bases de données. Alors, je ne vais pas rentrer non plus trop dans le détail, mais effectivement, le droit qui peut sembler le plus proche de la data, ou du big data, parce qu'on va y arriver, c'est ce droit sui generis sur les bases de données. Donc je ne vais pas refaire une présentation sur le droit sui generis, parce qu'on pourrait y passer la journée, ou la matinée si ce n'est la journée, mais ce droit sui generis, c'est un droit qui va permettre
de limiter certains usages sur la base de données. Donc on va limiter certaines extractions qui sont quantitativement ou qualitativement non substantielles ou non substantielles, mais bon, qui dépassent une certaine quantité, une certaine loyauté dans la manière d'utiliser la base, de faire appel à la base. Mais la première remarque que je ferai, c'est qu'aux États-Unis, ce droit sui generis sur les bases de données n'existe pas, et pour autant, les géants d'Internet qui stockent énormément de données, qui font énormément de big data, sont tous là-bas. Donc je pense que le droit sui generis n'est pas la condition pour faire du big data. Peut-être même qu'on pourrait en déduire l'inverse, mais je n'entrerai pas dans cette discussion. Donc de manière générale, la protection qui est faite, donc la valorisation faite du big data se fait dans le secret. Les gens stockent des informations énormément, collectent énormément d'informations sur nous, sur les activités, sur tout ce qui se passe sur Internet, tout ce qu'ils peuvent capter, et ils le gardent pour eux. Ça, c'est le fonctionnement standard du big data. Une boulimie de données qui ensuite va permettre de produire certaines informations. Deux remarques supplémentaires. Alors, pareil, je brasse très large. Et dans les exposés qui suivront, je pense qu'ils illustreront mieux peut-être par leurs propres activités ce qu'on veut faire du big data. Dans l'affaire Snowden, alors je ne vais pas rentrer non plus sur la question de la surveillance généralisée, parce qu'encore une fois, on pourrait y passer des journées. Mais ce qui était intéressant, c'est de savoir que parmi, par exemple, tous les mails chiffrés qui ont été collectés par la NSA, donc des mails qui sont actuellement illisibles par la NSA elle-même, néanmoins, ils ont choisi de tout stocker dans l'idée que plus tard, ils pourront traiter ces informations-là. Donc, il ne faut pas non plus se dire que le big data n'a d'intérêt que pour des données qui aujourd'hui sont intelligibles. Non, c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire que ça pourra l'être plus tard. Et là, l'intelligence économique que ça procure, elle est à l'instant T, mais aussi dans plusieurs années, quand ils ont été capables de déchiffrer, ou plutôt décrypter toutes ces informations. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque que je voulais faire à ce que je viens de dire, c'est que la plupart du temps aussi, les données, on les transmet sciemment. Alors, je vais donner un exemple. J'ai une montre connectée. Alors, c'est sympa, ça permet de faire énormément de choses. Mais le corollaire, c'est que je transmets énormément d'informations. Tout à l'heure, je citais Google Fit. Là, en plus, je crois qu'LG a son propre logiciel qui collecte aussi les données, qui me transmet plein d'informations. Mais quand je vois la précision des informations qui me sont transmises, je me doute qu'ils ont accès eux-mêmes aux mêmes informations. Ils ne vont pas se priver de cette source de richesse potentielle. Donc pareil, c'est sciemment que je leur donne, pour bénéficier d'un service, énormément de richesse, d'informations sur mes activités personnelles, journalières, et ce qui leur permet de constituer une base d'autant plus importante. Ce qui, je vais être très bref sur le sujet, peut être un point de vigilance quand on sait que certains géants d'Internet n'ont pas d'autre ambition que la vie éternelle, en tout cas d'amener l'être humain à la vie éternelle. Ça a été dit comme tel par le fondateur de Google. Ils étudient le moyen d'y arriver. Effectivement, on leur fournit énormément d'informations pour aller sur cet objectif. Donc, ça c'était les premiers éléments que je voulais donner sur le big data. À l'opposé, entre guillemets, où en parallèle de tout ça, il y a le mouvement de l'open data. Alors, le mouvement de l'alliance open data et big data n'est pas systématique. On peut y faire énormément de big data sans open data. Cela dit, l'open data, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, mais en quelques mots, l'idée de l'open data, c'est la diffusion de jeux de données, donc de bases de données, sous des licences qui permettent à quiconque les a entre les mains de pouvoir les réutiliser, les modifier, les réutiliser, les intégrer dans leurs services, en proposer des services à d'autres. Donc vraiment, on fournit un jeu de données, donc je dirais un actif immatériel, et les potentiels droits de propriété intellectuelle qu'on pourra avoir dessus, éventuellement c'est uniquement la couche contractuelle, sont utilisés pour permettre à l'utilisateur, celui qui détient le jeu de données, sa réutilisation. On partage les droits de propriété intellectuelle. Donc l'open data, c'est cette logique au contraire de partage. Contrairement à ce que je disais jusqu'à maintenant, l'open data est énormément utilisé dans le big data. C'est-à-dire que lorsqu'on a cette boulimie de données, comme j'expliquais tout à l'heure, l'open data, c'est un champ qui est, en tout cas, c'est un intérêt énorme. Lorsque toutes les administrations se sont mises à ouvrir leurs jeux de données, sous couvert de l'obligation qu'a le secteur public de mettre à disposition et de permettre la réutilisation des informations publiques,
tous ces géants d'Internet, le premier réflexe, sont allés chercher ces données et les ont intégrées dans leur big data. C'est normal, ils font que ça. Ils ne font que absorber des informations. L'open data, néanmoins, donc au-delà de cette seule alimentation du big data, a aussi parfois une logique communautaire. Alors, je vais vous donner quelques exemples. OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est un projet qui concerne les données géospatiales, donc un Google Map mais communautaire, un peu à la Wikipédia. C'est-à-dire que c'est des gens qui se baladent dans les rues, collectent des informations, les remontent à un serveur qui agrège le tout et qui permet ensuite de concevoir des cartes. Donc c'est un Wikipédia de la donnée géospatiale. OpenStreetMap est sous une licence qui est un peu plus contraignante que ce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle va offrir à tout le monde la possibilité de réexploiter ces données, mais avec pour contrepartie de partager ces modifications. Si vous prenez les données d'OpenStreetMap, vous les combinez à vos propres données du Big Data, les améliorations que vous avez pu faire à la base de données initiale doivent être reversées sous la même licence. C'est-à-dire que vous, en tant qu'opérateur de service, en tout cas en tant qu'opérateur de service sur Internet, lorsque vous proposez un calcul d'itinéraire qui s'appuie par exemple sur cette carte optimisée sur la base de ce qu'avait fait OpenStreetMap, alors je suis désolé, je rentre un peu dans la technique, mais la conséquence c'est qu'une partie de ce qui était auparavant secret va devoir être ouvert. Et c'est là où ça devient entre guillemets intéressant, c'est-à-dire que les deux logiques ne sont pas pour beaucoup conciliables à ce niveau-là. On a eu un exemple récemment lorsque toutes les collectivités qui avaient ouvert leur jeu de données de transport temps réel se sont vues contactées par tous ces opérateurs de transport. Alors je vais pas, bon, on peut en citer quelques-uns, TomTom, Here, Google bien sûr. Je pense qu'on a aussi des services, j'ai plus le nom utilisés sur iOS, par Apple. Donc toutes ces sociétés sont allées voir les collectivités en leur disant mais très bien, vous avez partagé vos données de transport temps réel, on sait exactement quel bus passe à quel endroit, à quelle heure. Nous on va proposer plein de services autour de ça, d'ailleurs on commençait déjà à le faire, mais vos données sont beaucoup plus intéressantes. Néanmoins la licence que vous proposez, elle nous impose de partager en retour nos propres données. Comment fait-on ? Et là il y a un dialogue qui s'instaure entre ceux qui collectent énormément de données sans jamais partager et ceux qui veulent tout partager, qui ne se posaient pas forcément la question au début, j'irais même de la valeur du jeu de données en tant que tel, qui va juste créer l'innovation du service. Et donc il y a une discussion qui est en cours, pour l'instant on n'a rien de fini sur cette notion, mais tout ça pour vous dire que l'open data et le big data parfois sont très compatibles, dans le sens où il y en a un qui absorbe l'autre, et parfois amènent des zones de collusion. Donc ce qui est tout aussi intéressant, et ce qui demande à ces acteurs du big data parfois de se repositionner. Donc c'était très brièvement ce qu'est l'open data, ce qu'est le big data. À mes yeux, et encore une fois, je ne suis pas un technicien, donc je vous donne les informations telles que je les comprends, je les analyse et je les vois aussi dans le business de tous les jours, dans les sociétés qui se créent dans cette mouvance du big data. Et j'y viens justement au modèle économique, ou aux sociétés, aux outils et aux sociétés qui les créent, qui permettent de comprendre le big data. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a amassé énormément de données, quand je dis énormément de données, c'est pas une bibliothèque avec des milliers d'ouvrages. C'est des jeux de données avec des milliards de colonnes, de lignes, d'informations, qui en fait, parfois, ne sont pas du tout structurées. On n'a aucun moyen de s'y retrouver. En tant qu'humain, on ne peut pas le faire. Et c'est là que l'informatique, notamment tout ce qui est algorithme, donc les mathématiques, vont permettre de tirer de cet ensemble de données des informations, des orientations. L'intelligence économique, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'on va, dans la masse, essayer de trouver quelques tendances. On va en déduire des choses, et on déduit sur la base d'algorithmes. Et donc, il y a une série d'outils. On a des algorithmes. C'est tout ce qui est... il y a tout ce qui est structuration d'énormes jeux de données. On a les ontologies qui se développent aussi autour de cette boulimie, je le disais tout à l'heure, en tout cas, accumulation de jeux de données. Tout ce qui est thésaurus, ontologie, tout ce qui est, alors je l'ai dit, algorithme. On a alors qu'est-ce que j'avais marqué d'autre encore ? Oui, tout ce qui est machine learning, mais ça je pense que l'intervenant qui suit pourra aller beaucoup plus loin sur ce sujet. L'aspect sémantisation aussi d'Internet qu'on ne voit pas, mais qui est, et là, du fait de l'utilisateur, extrêmement intéressant. Alors je conclurai très rapidement après ça. L'aspect sémantisation, je ne l'ai pas abordé, mais quand vous allez sur une page, pour vous donner un peu des éléments concrets, vous allez sur une page de Wikipédia et vous modifiez par exemple un contenu, imaginons que vous modifiez la fiche de la ville de Paris ou la fiche de l'école, de l'EFP.
vous allez avoir des informations très classiques, du texte, des paragraphes, et vous allez avoir ce qu'ils appellent une infobox. Vous allez devoir dire dans quelle ville se situe l'établissement, quelle est l'adresse, quel est le directeur, le doyen, vous avez une série d'informations comme ça, et quand vous le faites, c'est affiché en haut à droite dans un encart. Ce que vous ne savez pas nécessairement, c'est qu'en même temps que vous avez fait ça, derrière le logiciel, lui, va sémantiser ces informations. C'est-à-dire qu'il va afficher ces informations, mais en même temps, il va associer à chacune de ces informations le sens qu'un logiciel doit lui attacher. C'est-à-dire que quand vous allez lire, alors c'est qu'un exemple, Paris, en fait, ce qu'un logiciel, lui, va lire, c'est Paris et capitale de la France. Voire population de plus 2 et plein d'informations. Ça peut être des centaines d'informations. Mais Wikipédia, c'est ça aussi. Et j'en parle comme ça parce qu'il y a des personnes qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui passent leur journée, voire leur nuit, à sémantiser ce que d'autres ont pu mettre la journée dans un format texte beaucoup plus classique. Donc il y a ces deux phases de Wikipédia qui cohabitent. Donc tout ça pour vous dire que le potentiel de Big Data est à mon avis, simplement gigantesque. C'est-à-dire que de toute façon, Internet maintenant induit, tout ce qui se fait sur Internet induit l'accumulation de données. Le Big Data, celui qui maîtrise le Big Data, c'est celui qui aura l'accès au plus grand nombre de jeux de données et qui pourra en plus comprendre les informations qu'elles habitent, qu'elles véhiculent. Cela dit, ça demande une expertise qui n'est pas encore tout à fait partagée. Alors c'est un euphémisme. C'est-à-dire que ça demande vraiment un traitement, une compréhension, une intelligence. Et encore une fois, je donnerai la main ensuite aux experts du sujet de la donnée, que peu de gens ont. Donc on a effectivement une montée en compétences, mais ça vient très doucement. Et surtout, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, il ne faut pas oublier aussi les risques, les déviances qui sont attachés à ce mouvement. Alors, on aura tout à l'heure une présentation notamment sur le rôle ou la vision que la CNIL peut avoir du sujet. Je crois que c'est fondamental. Parce qu'effectivement, plus que la richesse économique que peut apporter le Big Data, il y a aussi des enjeux très forts en termes de vie privée, en termes de contrôle de ces données qu'on doit garder à l'esprit. Donc voilà en quelques mots l'introduction que je voulais faire sur quant à ce sujet du Big Data aujourd'hui. Je vais sans plus tarder passer la parole aux intervenants suivants. Donc le premier étant Jean-Pierre Mal, qui est expert en data intelligence et fondateur de la société M8.